Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Dans la rubrique Temps poème aujourd'hui, je vais vous exposer à un exercice de traduction auquel s'est adonné l'atelier jeudi soir. Qu'est-ce que l'atelier jeudi soir? C'est un atelier d'écriture créé par Lionel Trouillot et quelques amis. Chaque jeudi soir, ils ont rencontré pour y parler et puis écrire littérature. L'atelier jeudi soir rentré en contact avec Actes Sud comme maison d'édition. Actes Sud, c'est la maison d'édition qui publie en quantité d'écrivains haïtiens, dont Lionel Trouillot. Ils ont décidé, Lionel Trouillot particulièrement et les membres de l'atelier, contacter Actes Sud pour traduire en français un ensemble de poèmes haïtiens. Lesquels poèmes qui constituaient le Graal, la substantifique moelle de la poésie haïtienne vivante contemporaine de 86 à nos jours. En plus, si moun kap gade télévision en Kounia là, pensez que en Haïti, il n'y a pas de poète contemporain. En plus, si moun kap gade show là, pensez, écoutez, la littérature, c'est troisième seconde où étudier ça, mais pays a pas continué à faire littérature. Je suis désolé, je suis même heureux du même coup de vous apprendre qu'il y a une poésie contemporaine haïtienne très riche, avec des noms connus et des noms non moins connus. Mais voyez-vous, que vous soyez connu ou pas, ça ne vous empêche pas d'avoir du talent. Tel est le cas de Pascal Lafontaine. Un poème d'Rivaillet, sans chemise, sans canson piécé. Un poème aux pieds poudrés, sans vareuse, ni culotte usée. Un poème pour mourir, jeudi, pour résister demain. Un poème pour mourir la veille, ressusciter le lendemain. Gagari, Digdal, Soleil, Chadron, flanc gauche moins. Un poème, c'est chaque battement gélaline. Un poème pour embrasser chaque pulsation du regard lunaire, pour compter sans répit. Un poème pour l'espoir me camper jam, mettez ma lème en miettes morceaux. Un poème pour la permanence de mon espoir debout sur les débris de mes malheurs. Un poème pour marcher sous de l'eau, pour dompter nuit albinos sous tête la saline. Un poème pour marcher sur l'eau, pour dompter les nuits albinos au haut de la saline. Un véritable exercice de vulgarisation dans l'espace francophone de la poésie créolophone haïtienne. Ce que les jeunes, ce que les téléspectatrices et les téléspectateurs doivent savoir, Haïti a produit des créateurs brillants dans les deux langues, et en créole et en français. Et c'est bien que de traduire en français pour un public qui ne maîtrise pas le créole. Ainsi, ce public peut découvrir les merveilles de la littérature haïtienne contemporaine. Voilà, anthologie bilingue de la poésie créole haïtienne de 1986 à nos jours. Actes Sud en France, atelier jeudi soir en Haïti. Temps poème, ça c'est fait. Maintenant, deuxième danse de cette émission, mesdames et messieurs. Si vous m'appelez D'Angelo Neyard, je ne me fâcherai pas. Nous allons parler de nouvelles. Rappelez-vous ce qu'est une nouvelle. Une nouvelle, c'est un genre littéraire. Qu'est-ce que ça veut dire un genre littéraire? C'est une façon de faire de la littérature.
La poésie est un genre littéraire. Le roman est un genre littéraire. Les épopées, les écritures épiques, c'est encore le théâtre, c'est un autre genre littéraire. Je reprends. Qu'est-ce qu'un genre littéraire? C'est une façon de faire de la littérature. Quelle est la particularité de la nouvelle comme genre littéraire? C'est un récit qui est très court, mesdames et messieurs. Très peu de pages dans une nouvelle. 4, 5, 8, maximum une douzaine de pages. Autre particularité, dans une nouvelle, il y a une intrigue unique. Il y a un sujet qui traverse une nouvelle. Alors que dans un roman, on peut avoir plusieurs intrigues qui se croisent. Si vous lisez par exemple 100 ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez, excellentissime écrivain colombien, là vous avez plusieurs intrigues qui se rencontrent dans un seul roman. Mais dans la nouvelle, il y a une seule intrigue, avec aussi à la clé très peu de personnages. Dans un roman, dans une pièce de théâtre, vous pouvez avoir une quinzaine, une vingtaine de personnages. Mais dans une nouvelle, on a très peu de personnages. Et ce qui fait le goût appétissant d'une nouvelle, c'est toujours la fin de la nouvelle. Chaque fin de nouvelle est toujours un saisissement esthétique littéraire et toujours, ça nous surprend, la chute de la nouvelle. Jimmy Malval, c'est le nom de mon invité et il s'exerce à la nouvelle comme il s'exerce à la banque. Son livre a pour titre « Nouvelles et errance ». C'est publié chez nos amis de Correct Pro, une jeune maison d'édition. Ils sont très jeunes, hein? Je salue le travail de cette maison d'édition. Nouvelles et errance, Jimmy Malval est sur le plateau, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, c'est la chaîne 22, dites Gadon Bonheur 22 fois et appelez-moi D'Angelo Neyard. Je vous reviens tout de suite, il s'appelle Malval, mon invité. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Le temps des aveux, c'est le titre de l'une des nouvelles de mon invité. L'être humain a des pouvoirs insoupçonnables et des faiblesses insoupçonnées. Bienvenue, Jimmy Malval. Bonjour D'Angelo, merci de me Je suis recevoir. très content en effet de te recevoir sur ce plateau. Toi qui fais des nouvelles avec une allure de philosophe. La plupart de tes nouvelles commencent avec des énoncés définitifs, presque comme une stance philosophique. Est-ce que pour toi, Jimmy, pour ouvrir le bal, écrire, c'est fabriquer le regard des gens? Bon, quelque part, écrire une nouvelle, cela veut dire qu'on a quelque chose à raconter, qu'on a une histoire qu'on veut mettre en lumière, des fois une leçon aussi, mais c'est aussi vouloir partager une vision de la vie avec ses lecteurs. Et une vision de la vie, c'est un peu de la philosophie. Bien sûr. Ce qui fait que le lecteur, quand il quand il commence une nouvelle, il n'est pas nécessaire qu'il soit immédiatement plongé dans le bain de l'action, qu'il soit immédiatement plongé dans le récit. Il faut aller le chercher très loin et pour le placer dans son contexte. Et des fois, il ne se rend même pas compte à quel moment il entre dans le récit. Il faut dire que les mots et la trame doit être soigneusement articulée pour le plaisir des lecteurs. Effectivement, et la plupart de mes nouvelles commencent par un brin de philosophie et il faut être vraiment un initié pour s'en rendre compte. Mais est-ce que c'est parce que tu attribues cette mission
à la chose littéraire? Ou bien est-ce que tu t'attribues à toi cette mission que d'ouvrir les gens à la philosophie tout en leur proposant des nouvelles? Là, en disant philosophie, j'entends par là ton désir d'écrivain de porter les gens à réfléchir sur la condition humaine. Tu écris quand même, l'être humain a des pouvoirs insoupçonnables et des faiblesses insoupçonnées. Effectivement, parce que quand on écrit, on a envie de partager une vision de la vie. On a envie de passer un message. On a envie d'ouvrir une fenêtre, parce que l'écriture est une fenêtre. Parce que moi, en tant qu'anonyme, je circule dans les rues, je ne peux pas tout bonnement arrêter quelqu'un et lui dire « je partage avec toi ma vision de la vie » ou « je partage avec toi ma philosophie ». En écrivant, on ouvre une fenêtre à travers laquelle les gens peuvent jeter un coup d'œil et voir ce qui se passe. Par exemple, l'être humain, effectivement, c'est un sujet. C'est un sujet qui nous intéresse. Toi, moi, nous tous. Nous avons, tout un chacun a sa petite idée de ce qu'est l'être humain, de ce qu'il devrait être et de ce qu'il est vraiment dans son fort intérieur. Mais à chaque fois, ce n'est pas une vérité qu'on propose, mais c'est une tentative de vérité. Maintenant, ce sera au lecteur de décider si pour lui c'est une vérité. C'est à chacun de voir, de remettre en question ce qui a été dit. Effectivement, nous avons des pouvoirs insoupçonnés. L'être humain, face à l'adversité, face à des situations, l'être humain nous sort des pirouettes, nous sort des réactions. L'être humain se surpasse. Mais cet être humain aussi, il a des faiblesses insoupçonnées. Des fois, on le croit fort. Des fois, on le croit au sommet. Et puis, il tombe de haut. Il est rattrapé par ses faiblesses insoupçonnées. Insoupçonné de par lui-même, mais insoupçonné aussi et inconnu des autres. Absolument. Mais c'est tellement vrai ce que tu dis. On a tous des faiblesses que nous ne connaissons pas. Mais il y a des gens aussi qui ne veulent pas reconnaître leurs faiblesses. Il y a des gens qui sont dans une suridée d'eux-mêmes. Gonti Moboudi Sawi, il y a des gens qui n'ont pas ultra crépidarianisme. De gens qui pensaient qu'ils ont fait toute bagaille. Ils sont et dans qui ne leur bulle. reconnaissent pas leurs faiblesses. Que penses-tu de ces gens-là? Bon, écoutez, il faut connaître ses faiblesses. Il y a cette expression qu'on utilise souvent pour dire que s'il faut aller loin, il faut ménager sa monture. Pour ménager sa monture, il faut savoir que sa monture n'est pas un robot, que c'est un être fait de chair et de sang. Quand je parle de monture, pas seulement de cheval que je parle pas seulement d'âne, mais je parle de notre base. Il faut, pour produire, pour écrire, il faut pouvoir tirer de soi. Et pour tirer de soi, il faut savoir où tirer. Et où tirer, il faut savoir connaître ses limites, il faut savoir ce qu'on a appris. Parce que quelqu'un qui écrit, c'est quelqu'un qui a beaucoup lu aussi, qui a appris. Parce que si la personne n'a pas été à bonne école, s'il n'a pas fréquenté les bons lecteurs, il ne pourra pas partager. Parce qu'on dit que la lecture d'un livre, c'est une conversation qu'on a avec l'auteur de ce livre. Ce qui fait que chaque auteur qu'il nous a été donné de lire, c'est un auteur qui a partagé quelque chose, qui a laissé quelque chose en nous. Et nous-mêmes, nous fusionnons tout ça et nous sortons quelque chose de neuf, quelque chose qui n'est pas la moyenne arithmétique de tout ce qu'on a appris en littérature, mais quelque chose dont je dirais que chaque auteur, chaque écrivain est redevable à ses devanciers. Ouais, ça, c'est sûr. Ça, c'est fondamental, en effet. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent écrire des livres, en effet, mais qui n'ont pas de mémoire ni de culture littéraire. C'est comme pour un caméraman. Un caméraman qui veut être brillant dans son métier, il doit s'inspirer des autres caméramans. Un réalisateur doit s'inspirer des autres grands réalisateurs qui ont marqué le métier. Il faut que ce pays s'ouvre à ça. Le fait de reconnaître l'expertise de quelqu'un, son temps d'expérience et d'être ouvert à l'apprentissage. Non, mais il faut avoir été frappé par le ravissement d'une bonne lecture. Pas d'une, mais de plusieurs bonnes lectures. Bonnes lectures. Parce qu'il faut...
Parce que des fois, il y a des livres que tu lis, tu fermes et puis tu t'en vas marcher tout seul. Ouais. Ah, ça t'arrive aussi? Oui, parce que tu es frappé de folie pendant quelques instants, tu parles tout seul. Parce que tu te dis, mais c'est bon. Mais Jimmy, je pensais que j'étais le seul fou à agir comme ça. Ah non, mais je tombe sur nous des ne sommes livres, pas seuls. je tombe sur un passage, je ferme le livre tout de suite. Ah C'est oui. tellement saisissant. C'est ça. Le vers, ce qui est énoncé. Et quand j'ai lu Robert des noms propres de Amélie Nothomb, j'ai fermé tout de suite. Je me suis dit, mais c'est intense comme littérature. Et le plaisir est tellement immense. Mais Jimmy, pour en revenir au temps des aveux, il y a beaucoup de jeunes qui regardent, beaucoup de parents qui regardent, beaucoup d'hommes mariés, de femmes mariées qui regardent. Qu'est-ce qu'un aveu dans la bouche de Jimmy Malval? Bon. Qu'est-ce qu'un aveu? Écoute, nous avons tous des secrets. Ouais. Toi, moi, et le héros ordinaire qui circule dans les rues, il a des secrets. Il arrive un temps, soit parce qu'il est obligé de tout avouer, mais il arrive un temps où, comme je l'ai dit dans cette nouvelle, où il se sent plus proche de la fin, où il se sent plus proche du pays de l'autre côté. Ouais, ouais. Il n'a pas envie de partir avec ce secret. Il se dit qu'il doit rendre justice à la nature, qu'il doit rendre justice à sa famille, des fois à sa femme. Il doit avouer certaines choses. Nous avons tous quelque chose à avouer. Ouais. Par exemple, il y a des gens qui écrivent sur le tard et quand ils écrivent, on voit qu'ils se mettent à nu. Ils disent des choses qu'ils n'auraient pas dites 20 ans plus tôt. Ça, ce sont des aveux. Mais pourquoi ce besoin d'avouer? C'est un besoin de se faire pardonner aussi. Ouais. Parce que moi, je connais beaucoup d'hommes mariés qui, à un moment, ou de femmes mariées, qui, à un moment, vont voir leur partenaire et dire « Écoute, cher amour, je t'ai trompé. » Mais pourquoi à ton avis, tu as bien précisé, c'est pour se faire pardonner, pour se racheter Pour se racheter. Pour se racheter, parce que, écoutez, quand on a des choses à dévoiler, si on ne les dévoile pas de son vivant, elles seront dévoilées après. Ah, tu penses? Ça, c'est sûr, elles vont se dévoiler. Mais si tu meurs avec ton secret, C'est ça. comment va-t-il être dévoilé, Jimmy? À ce moment, on est comme un fantôme. On est entre cette vie et l'autre. On a envie de revenir. Mais la grande question, est-ce qu'on est conscient? On ne sait pas ce qui va se passer. Tu crois dans les fantômes, Jimmy? Moi, je pense qu'il y a des fantômes, mais pas les fantômes qu'on croit. Je pense Ok. qu'il y a les fantômes de l'existence. Les choses qu'on aurait aimé dire, mais qui n'ont pas été dites. Les choses qu'on aurait aimé faire, qui n'ont pas été faites. Ces barrières-là qu'on a eues dans notre esprit, ces choses qu'on aurait voulu entamer. Moi, j'ai vu un film qui m'a touché une fois. C'est un type qui arrive près de la soixantaine et il fait un voyage. Il s'en va voir toutes ses anciennes copines. Ah ouais, quand même. Toutes ses anciennes À maîtresses. 60 ans, j'imagine qu'il a eu une belle liste de copines à voir. Oui, pour demander pardon. Uh-huh. Et il est tombé sur un fils. Et il a été accueilli quelque part à la carabine, quand il a dit son nom, avec une carabine. On lui a tiré dessus. Donc, il n'avait pas laissé un bon souvenir. Ouais. Ce que je veux dire là aussi, dans la vie, il faut affronter ses démons. Ouais. Il faut affronter ses démons. Et Mais ça permet de vivre heureux. Avouer permet de vivre mieux. Mais Jimmy, est-ce que des fois, lorsqu'on laisse sortir nos démons, lorsqu'on fait des aveux aux gens que nous aimons, que nous estimons, est-ce que des fois, nous ne faisons pas plus de mal à la personne à qui on fait cet aveu? Si Jimmy avoue, par exemple, à sa femme qu'il l'a trompé, est-ce que Jimmy ne fait pas à ce moment-là plus de mal à sa femme qu'en gardant le secret? Si cela devait se produire, je suis sûr que j'avouerais. Mais jamais Et ça ne va avouer. se produire. Non, ça ne va pas se produire. Jamais. Je salue Et Mme avouer- Malval qui nous regarde sûrement. C'est ça. Et avouer. Et je ne prends pas mon exemple, mais je prends l'exemple d'un homme en général. Ouais, Avouer pour lui, peut-être, c'est lui donner une pression, c'est lui donner un défi. ouais. Parce que aussi longtemps qu'il vit dans la clandestinité, peut-être qu'il a envie de recommencer. Peut-être qu'il va continuer dans la clandestinité. Mais l'acte même d'avouer et l'acte même de solliciter, et le geste de solliciter le pardon et le fait d'être pardonné, ça engage cette personne. Mais est-ce que ça ne crée pas une tension dans la relation? On va dire un enfant de 7 ans qui dérobe quelques gourdes à son papa. Le fait pour l'enfant d'avouer ça à son papa,
est-ce que ça ne va pas créer une tension dans la relation? Est-ce que Le ça- papa qui va surveiller son enfant tout le temps, est-ce qu'il n'a pas des vices, etc. Est-ce qu'il ne va pas aussi apprécier le fait que son fils a eu Le courage, en le effet. courage de venir avouer, a eu un moment de faiblesse, Mhm. il a avoué, ce père-là, au lieu d'être constamment en train de guetter ce que fait son fils, Mhm. il va se dire, je dois être plus proche de lui, je dois mieux l'accompagner. Mhm. Peut-être que je n'ai pas été jusque-là un bon père. Peut-être que cette valeur de dire de ne pas prendre ce qui n'est pas à soi, c'est une valeur que je dois lui inculquer ou encore lui faire un rappel constant. Mhm. C'est ça. Parce que même dans le fait d'avouer quelque chose, il y a deux responsabilités. Il y a la responsabilité du fautif, il y a la responsabilité de celui qui est appelé à pardonner ou de celle qui est appelée à pardonner. Parce que la personne avoue, la personne va se sentir tellement libérée de la façon dont cet aveu est accueilli. Non, je comprends très bien. Parce que la façon dont cet aveu est accueilli va mettre le fautif en confiance, va peut-être lui donner de bonnes résolutions pour ne pas recommencer. Est-ce que ne pas avouer et laisser le temps faire son travail, c'est-à-dire laisser le temps dissoudre la faute commise, est-ce pas là une bonne façon de procéder, Jimmy? OK. Maintenant, est-ce qu'en termes d'aveu, il y a la petite et la grande prescription? On ne sait pas. Mais la chose, Uh-huh. il faut laisser le temps au temps, il faut laisser le temps jouer. Ouais. Parce qu'il y a des fautes, comme je l'ai dit, il y a des fautes qui sont tellement récentes, qui sont tellement graves et récentes, qu'on doit laisser l'eau couler sur le pont, qu'on doit laisser les cheveux grisonner, qu'on doit laisser la passion s'estomper, qu'on doit prendre le temps de préparer son terrain. Par exemple, le type là qui avoue, qu'est-ce qu'il fait? Un an avant d'avouer, il met en place sa stratégie du bon mari. Les sorties, sa bonne bouteille de vin, les petits voyages. Et puis, je laisserai au lecteur le soin de découvrir le reste. Le temps des aveux, c'est l'une des nouvelles que nous trouvons dans ce recueil, Nouvelles et errances de Jimmy Malval. Si vous voulez savoir de quel aveu nous parlons, ben, il n'y a qu'à trouver ce livre, Nouvelles et errances. Si vous voulez savoir si vous, comme téléspectateur, est-ce que vous êtes tenu de faire des aveux ou pas? Est-ce que vous allez laisser le temps dissoudre toutes les erreurs qui furent les vôtres? C'est à vous de voir, mesdames et messieurs. Restez avec nous, respirez. Jimmy pète la forme. Les nouvelles sont là et l'errance est à nos pieds. À tout de suite. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, chers amis téléspectatrices et téléspectateurs du bonheur, gardons bonheur. Et si vous m'appelez D'Angelo Néard, je ne me fâcherai pas. Nous sommes avec Jimmy Malval sur ce plateau. Nous sommes dans un recueil de nouvelles qui a pour titre Nouvelles et errances. C'est publié à Correct Pro. Je me permets de vous dire que Jimmy Malval est l'invité d'honneur de Livre en Liberté qui va se tenir pour cette édition dans la ville de Saint-Marc. Je tire mon chapeau pour Clément Benoît II qui organise cette activité dans différentes villes du pays. Et Jimmy sera à Saint-Marc pour des communications autour de son livre, de sa vie, de la littérature. Et beaucoup d'écoles de Saint-Marc seront là. Chers amis, vous qui nous suivez à Saint-Marc, venez prendre part à cette édition de Livres en Liberté. Souvenir de février. Mesdames et messieurs, est-ce que pour vous, certains mois ont des charges symboliques et mystiques?
Est-ce qu'il y a des mois qui portent malheur pour certaines personnes? Il y a des gens qui n'aiment pas le mois de février, d'autres n'aiment pas le mois de juin, d'autres c'est le mois d'août. Quel mois vous porte malheur si tel est le cas? Pour mon personnage, c'est le mois de février. J'ai d'abord souhaité partager cette errance intellectuelle sur les réseaux sociaux. Mais j'ai voulu attendre que les personnages qui me l'inspirèrent ne soient plus de ce monde avant de livrer au grand public les divagations de ceux que certains qualifieraient de fous, alors que d'autres n'y verraient que des spécialistes de l'ignorance. J'ai toujours apprécié la compagnie des hommes d'un certain âge. J'exclus les femmes sans âge, car elles ont le don de pouvoir lire en toi comme dans un livre ouvert dès qu'elles ont atteint la cinquantaine. Trop de pression pour le jeune trentenaire que j'étais en ce temps-là. Je ne préciserai pas le nom de la rue, mais il s'agit d'une des rues d'Arcachon. Il n'y en a que 3. Le connaisseur n'aura pas besoin de carte pour s'y retrouver. Je devais rencontrer un ami qui, pris dans un embouteillage, me pria de l'attendre. Je m'arrêtai donc à mi-chemin pour regarder des vieillards jouer au domino. L'un d'eux, Alfred, est une vieille connaissance. Je l'avais connu enfant, à Martissan, et il était déjà dans sa quarantaine. Il avait une fille, Mika. Il l'a élevée seule, sa fille unique, on aurait dit un clone, la copie de son paternel. Son père faisait moins d'1,50 m. Sa progéniture était loin d'être la cousine germaine d'Hagrid ou de Hodor. Alors, Alfred, notre Tryon Lannister, pour ceux qui sont fans de séries télévisées, vous connaissez Tryon Lannister, j'espère, me dévisagea en disant « C'est Batika son Félix là, pour bâton sérieux ou pour domino, ou bien Kérovin Chita là ?» Je réfléchis un peu avant de lui dire « Bonjour, Tom Alfred. Je voulais surtout éviter qu'il raconte aux autres mes belles histoires avec ma sœur Ketly, qui se souvient de mes 10 ans comme si c'était hier. Elle ne ratait pas une occasion pour raconter à mes amis, collègues et copines que c'est elle qui m'a empêché de dériver. Trêve de plaisanterie, comment peut-on dériver à 10 ans? Sans une sœur comme la mienne, le chemin aurait pu être tout autre. Qui sait? Elle a peut-être raison. Jimmy, on a plusieurs portes d'entrée dans cette nouvelle. Là, je suis dans l'incipit. Nous sommes déjà dans une discussion sur la dérive. L'éducation des enfants, c'est dit tout de suite en filigrane. Nous sommes rapidement dans l'éducation monoparentale. Ton Alfred, qui est ton personnage principal ici, a élevé seul sa fille. Et nous sommes en même temps dans le mois de février qui porte malheur à ton Alfred. J'ai envie de te dire, toi, par quelle porte tu souhaites entrer dans cette nouvelle? Bon, d'abord, j'aime bien le clin d'œil par rapport à l'éducation des enfants. Et il faut dire qu'en Haïti, les gens, sans s'en rendre compte, établissent un système d'éducation. Normalement, on est tenté de dire que ce sont les parents qui élèvent les enfants, mais malheureusement, ce n'est pas seulement les parents. C'est les profs, mais c'est toute la famille, particulièrement les sœurs qui sont plus grandes ou les frères qui sont plus âgés. Donc, un enfant qui est fils unique, par exemple, n'a pas le plaisir d'être orienté par une grande sœur ou un grand frère. Mais dans une famille nombreuse, un jeune homme, surtout s'il est le Benjamin, a toute une kyrielle de formateurs, d'éducateurs, de personnes qui sont là pour jeter un œil sur ce jeune homme-là. Ce qui fait que l'éducation est à la fois formelle, ce qui paraît les parents, mais informelle à travers le comportement des plus âgés, mais à travers aussi la mission que certains des plus âgés, surtout les sœurs, se donnent pour orienter les plus jeunes. Et je pense que les femmes haïtiennes, elles ne sont pas encore femmes à ce moment. Certaines fois, elles sont filles, elles sont plus âgées, mais elles ont déjà la lourde responsabilité de garder leurs frères et sœurs qui sont plus jeunes et d'éduquer ces frères et sœurs qui sont plus jeunes. Mais Jimmy, est-ce que les enfants ne sont pas également éduqués par d'autres enfants de leur âge? Justement, parce que, écoute, comme je l'avais dit tout à l'heure, chaque personne qu'on rencontre nous laisse quelque chose. Ce qui fait que, même dans le cadre de la cour ou d'un enfant qui vient
pour jouer avec un autre enfant, il amène un peu de chez Il lui. amène un peu de chez lui. Et Voilà. il emporte un peu de chez soi, de chez nous, chez lui aussi. Absolument. Si on prend l'exemple d'un enfant qui est bien élevé chez lui, les parents apprennent à cet enfant de ne pas prononcer de gros mots, tout ce qui ça. va avec, d'avoir une attitude, une conduite. Si à l'école, il y a un autre enfant qui malheureusement est exposé chez lui à de la vulgarité, mais l'autre enfant va transmettre Ça, cette c'est sûr. trivialité à l'enfant Ça. qui est jusque-là bien élevé. Ça, c'est sûr. D'où la notion de dérive des fois. Des enfants qui sont bien éduqués chez eux, mais qui Au contact des autres, à la Au contact des fréquentation autres, de ceux qui sont moins surveillés, absolument. ou bien de ceux qui sont livrés à eux-mêmes. Parce que certains enfants sont livrés à eux-mêmes, pas parce que les parents ont bien voulu les livrer à eux-mêmes, mais parce que les parents ne sont pas là, les parents sont au loin, certains Ouais. sont à l'étranger, certains travaillent en province. Et puis, il est impossible d'établir une surveillance H24 sur l'enfant. Non, ça, c'est Et clair. tu ne peux pas empêcher à l'enfant de se socialiser, Oui, de donc, rencontrer oui. d'autres enfants. Donc, si le parent n'est pas là constamment pour conduire cette éducation sera forcément conduite par la télévision. Uh-huh. Bon, si on reste actuel, par les Les réseaux réseaux sociaux, sociaux, par TikTok, par qui TikTok, va éduquer l'enfant. c'est ça, Ouais. par ce qu'ils voient sur Facebook, à l'école Mhm. et dans le voisinage. Donc, c'est ça. Maintenant, il y a des enfants qui, malgré l'exposition à une forme d'éducation triviale, il y a des enfants qui restent quand même sur la bonne voie. Je suis en train de voir avec toi, Jimmy, les enfants qui dérivent, est-ce que c'était prédéterminé, surdéterminé? Est-ce qu'il y avait quelque chose dans leur caractère qui les déterminait au vagabondage? Bon, je ne pense pas qu'ils étaient prédestinés à dériver. Le point est qu'il faut dire que chaque enfant est un être unique. Oui. Ce qui fait que moi, je peux aimer le jazz et toi, tu aimes le rabodaille. Uh-huh. Et ce sera le cas pour chacun de trouver Est-ce qu'il aime? ce qu'il aime. Ce qui fait que Mais blague mise à part, j'aime bien le rabodaille. moi aussi, J'aime le beat. il y a une C'est chanson vivant. que j'ai entendue dernièrement. Si c'est où, dis c'est où, si c'est pas où. Oui, dis c'est pas où. c'est où. Ah. C'est littéraire aussi, me trouver. non, mais c'est pas où, écoutez, c'est pas où, me trouver, c'est génial. Nous va pas le coincer, moun, mettre moun. Non, Donc, Jimmy, pour revenir. Attends. Petite parenthèse sur coincé, mon mettez mon nom. Son litot lié en littérature. Non, mais c'est. Son litot, son figure de style, c'est tu dis moins pour signifier plus. Oh non, mais moi, Donc, j'ai les mecs aimé- du rabodaille font des litotes sans le savoir. J'ai aimé le texte parce qu'il parle d'autre chose, mais on a l'impression qu'il parle d'une camionnette où on dit aux gens d'avancer Absolument. pour que d'autres puissent s'asseoir. C'est une allégorie aussi. C'est ça, non, de c'est créer ça. une image, etc. Et ce serait bien qu'on voit ça aussi. C'est pas trivial quand même ce texte. Non, mais hein. c'est. C'est pas trivial, hein. Si une ou deux phrases sont considérées comme des libertés prises, Uh-huh. mais je pense que ça a été assez bien construit Ouais. et le son. Le son est bien Ah aussi. non, mais c'est bien. Pas quitter moun pour moun, madame, coincer moun, mettez moun. Bon, On ça, poursuit. Donc, pour revenir à cette affaire d'éducation, Uh-huh. on ne dit pas que l'enfant est prédestiné. Disons que chaque enfant, il y a un enfant qui a un côté très sérieux. Par Oui. exemple, moi, j'ai toujours été un enfant très sérieux. Ouais, ça m'a tout l'air, hein. Je prends mon exemple. J'ai un fils qui est extrêmement sérieux. Mon aîné est extrêmement sérieux. Mais il y a un autre... Il a quel âge, l'aîné? Il a 12 ans. 12 ans. J'en ai un qui va avoir 9 ans. Dès qu'il entend le raboda, il danse et autre chose. Lui, c'est une autre identité. Il Voilà. est sérieux aussi, mais il a un côté artiste. Ouais. Maintenant, Alors qu'il a été exposé à la même éducation que l'aîné. à la même éducation que l'aîné. Mais c'est ce que j'appelle, tu vois, le caractère inné. C'est- Lui, il est naturellement un artiste, quoi. C'est ça, il a un tempérament d'artiste. Ouais. Maintenant, ces enfants-là, et pour une raison ou pour une autre, s'ils se trouvent exposés à des déviances, Oui, il sera comment plus est-ce qu'ils vont ancré. réagir? Ouais. Ça dépend si moi je leur ai dit, voilà, par A plus B, voilà comment vous comportez. Il faut que les parents dressent une protection, comme on dit, une haie autour des enfants pour qu'ils savent qu'il y a des limites à ne pas franchir. Ces limites-là, c'est les limites établies par les parents, mais aussi des fois, c'est les écoles qu'ils fréquentent. Il y a des écoles où il n'y a plus de restrictions, où il n'y a plus de principes, où il n'y a plus de limites. Ces écoles sont des écoles. Ils apportent la connaissance aux élèves, mais ils constituent aussi des auxiliaires À l'autorité parentale. à l'autorité parentale. Maintenant, à l'intérieur même de la famille, est-ce que l'enfant reconnaît l'autorité parentale?
est-ce qu'il sait ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire, qu'il doit du respect à ses parents, qu'il doit du respect aux grandes personnes, qu'il appelle les grandes personnes tonton, ma tante, monsieur, madame. Mais Jimmy, il y a des enfants qui changent. Des enfants qui au début sont très respectueux, 10 ans, 11 ans, 12 ans, tonton, ma tante, monsieur, voilà. Mais l'enfant à 16 ans, 17 ans, pète les plombs. C'est la déviance. C'est la déviance, ouais. J'ai un document sur lequel je travaille qui concerne l'effet de la migration sur les familles haïtiennes. Écoutez, imaginez un enfant qui a ses deux parents à l'étranger, qui vit chez une tante ou chez une grand-mère. Bon, j'ai coin de rue, c'est un cas presque comme ça. Et où les gens de l'étranger, ils envoient de l'argent pour envoyer l'enfant à l'école, pour qu'il soit nourri et autre chose. Mais cette abondance financière ne permet pas de colmater les brèches et de cette absence. Ce qui fait que souvent, quand les parents ne sont pas là, l'enfant sait que ce sont ses parents qui font vivre la maison. Il y a une pointe d'arrogance. Il y a une tendance à ne pas respecter tout le monde. Il y a une tendance aussi à se dire, c'est pas nécessaire que je travaille trop. Dans quelques années, j'aurai ma résidence, je vais m'en aller. C'est vrai qu'il y a des enfants qui réfléchissent comme ça et c'est impardonnable. Hein. Ça donne des enfants qui sont à l'école pas très intelligents, qui sont toujours au rabais intellectuellement et qui ont du mal, une fois à l'étranger, à intégrer le système. Oui, parce qu'ils n'ont pas suivi, ils ne sont pas restés dans ce cadre qui avait été établi pour eux. Mais vous savez, on donne ce qu'on a. Parce que ce n'est pas seulement les enfants, il faut voir les parents aussi. Absolument. Jimmy, qu'est-ce que tu penses des enfants qui sont arrivés à s'auto-gérer, à s'auto-discipliner? Il y a des enfants qui naturellement savent que l'abus d'alcool, c'est interdit, la consommation de drogue, c'est interdit. Il y a des enfants, des adolescents qui savent ça par eux-mêmes, sans qu'un parent n'ait eu à faire leur éducation là-dessus. Comment tu les perçois, ces enfants? Il y a des enfants qui ont grandi par l'exemple. Ils ont vu ce qui se passe autour d'eux. À tel voisin qui était alcoolique. Par exemple, moi-même, je n'ai jamais fumé une cigarette, jamais de ma vie. J'ai jamais fumé une cigarette. Et on conseille aux jeunes qui nous regardent de suivre ton exemple. Ah oui. Ne fumez pas, ne buvez pas. Ne buvez pas, ayez une vie saine. C'est ça, parce que j'ai eu un cas d'une personne qui est très proche, qui était extrêmement intelligente. Il a commencé par fumer de la cigarette. Ensuite, il a fumé autre chose. Ensuite, il est sorti de la route. Là, c'est la dérive. Après, il est sorti de la route. Ça va être la ligne de cocaïne, ça va être un drogué, un toxicomane. J'ai grandi sans qu'on me le dise avec cette injonction, ne sors pas de la route. Absolument. Ne sors pas de la route. Ne sombrez pas dans le banditisme non plus. Voilà. C'est ça. Pas de banditisme, pas d'alcoolisme, pas de consommation de drogue. Moi, je pense aussi qu'il y a cette façon d'éduquer l'enfant. Il y a des parents qui disent, ne faites pas ça. Si vous faites ça, voilà ce qui va arriver. Oui, il faut dire ne faites pas ça. Mais il faut des fois choquer l'enfant, le mettre dans une situation où il prend conscience lui-même qu'il ne doit pas le faire. Par exemple, j'ai mon fils qui a 12 ans, quand il était plus jeune, je savais être dans la rue et je vois un fou. Je lui dis, oh, regarde Joseph, il était à l'école avec moi. C'est la cigarette, c'est la drogue qui a fait qu'il soit devenu comme ça. Mais écoute, j'ai fait ça une fois. J'ai fait ça 2 fois. Et puis une 3e fois, il m'a dit, écoute papa, tous les gens fous ont été à l'école avec toi. Il est futé. Non, il m'a dit, tous les gens fous ont été à l'école avec toi. Il avait 8 ans à ce moment-là. Il m'a dit, tu dis toujours, tous les gens fous ont été à l'école avec toi. À chaque fois qu'il va voir un fou, il va dire, c'est sûrement quelqu'un qui a été à l'école avec papa. Il a compris que c'est pour qu'il ne fume pas. Oui, parce que les enfants d'aujourd'hui sont quand même plus futés, plus intelligents que les enfants d'avant, il me semble. L'interdiction est une chose, mais l'enfant doit avoir les effets dévastateurs de la chose interdite. Absolument. Prenez pas de drogue, c'est bien, mais quand il aura grandi, il devient adolescent, il a 17 ans, il voit que les gens qui fument sont très branchés, et puis qu'est-ce qui va se passer? Il va se mettre à la cigarette. Il va se dire, bon, écoute, c'est pas un truc auquel je vais m'adonner, mais on va goûter. Mais s'il sait qu'au départ, voilà ce qu'il attend au bout du tunnel, ah non, il va réfléchir. Mais il y a des enfants qui n'ont pas eu de mentor. Il y a des enfants qui ont eu des parents absents, mais qui s'en sont sortis. Moi, je parle toujours
de la beauté née des orages, de ces gens qui ont été face à des difficultés diverses, qui ont compris, qui peut-être ont commencé à dériver, mais qui sont arrivés à un moment et ont dit, ah non, mais non. Non, qui route m'apprend là, hein? Ah oui. Côté me prend là, voilà. Et on a beaucoup d'histoires à succès comme ça, de gens qui avaient sauté par la fenêtre, qui avaient emprunté une mauvaise voie et qui à un moment se sont dit, non mais c'est pas Non, moi mais- ça. Et puis tu as des gens aussi qui arrivent à rebondir dans la vie. Prenons le cas de la fille de Alfred, de ton Alfred, Ah, Mika. ça Mi- c'est Absolument. intéressant. Mika a raté son baccalauréat, mais elle n'est pas restée sur ses lauriers. Elle a opté pour une formation en couture. Après, elle a ouvert son atelier. Et l'atelier, voilà, la nourrissait, voilà. Justement, j'ai voulu passer un message. Mhm, Et là, aux jeunes, aux moins jeunes, à tout le monde, mhm, c'est pas ton titre de baccalauréat, c'est pas ton grade de maîtrise ou de doctorat qui fait que tu vas réussir ou pas. mhm. L'essentiel, quelle que soit la voie que tu suis, il faut t'y investir pleinement. Absolument. Mhm. Si c'est les paniers que je confectionne, je me dis que mes paniers doivent être connus de par le monde entier. Absolument. Si c'est des chaises que je fabrique, mes chaises doivent asseoir des présidents. Absolument. Je dois exceller dans ce que je fais. Mhm. Tout comme si je fais de la couture, elle n'a pas réussi Mhm, et à passer le cap du bac, mhm, mais elle s'est découvert une passion pour la couture et elle a réussi. Voilà, et c'est un message fort pour les jeunes qui nous regardent de là maintenant. Le fait de rater votre baccalauréat, ça ne signifie pas que votre vie est un échec. Ça ne signifie pas que vous êtes un crétin. Il y a d'autres schèmes de métier, il y a d'autres champs de compétences que vous pouvez explorer, comme Mika qui a été un bon designer. Mais attention, Mika est tombée amoureuse de quelqu'un. Voici que ce quelqu'un avait des histoires amoureuses antérieures. Il y a une dame qui débarque dans l'atelier de Mika avec des enfants, disant que les enfants sont ceux du mari de Mika. Comme quoi, c'est depuis longtemps, même dans la littérature, les hommes ont des maîtresses et font des enfants dans le dos de leurs femmes. Bon, écoute, on dit que les nouvelles, c'est des histoires vraisemblables. Donc, ce n'est pas tiré de nulle part. Ce qui fait que c'est le reflet de notre société. Donc il y a beaucoup d'hommes en Haïti, comme le mari de Mika, parce que lui, il a quand même épousé Mika, mais il avait avant des enfants, Oui. et il n'a pas... Des enfants cachés. Des enfants cachés. qu'il avait cachés. Mais combien d'hommes qui regardent maintenant cette émission ont des enfants cachés? Tu en as, toi, Jimmy? Non, non. Attends, mais ce qui va se passer, c'est que cette femme va poser problème à Mika. On ne va pas dire jusqu'où elle va aller. Les gens vont découvrir sous le 2 février. Mais le fait est que pour Alfred, qui est le père de Mika, le mois de février, c'est un mois sombre, on va dire. C'est le mois de la mort. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ça, des gens qui disent « ce mois n'est pas mon mois Mhm. ». Il y a des gens qui disent le mois d'octobre, c'est pas mon mois. C'est pas mon Ou bien mois. le mois de janvier, c'est pas mon mois. Eh bien, Alfred, lui, le mois de février n'a pas été tendre avec lui. Mhm. Il a perdu, je laisse au lecteur le soin de découvrir, mais il a perdu certains proches. Il a en perdu février. quand même la mère de Mika. Il a perdu certaines positions au mois de Absolument. février. Il a connu des déboires au mois de février, mais il n'a pas connu que ça en février. Donc, il y a des gens qui, comment dirais-je, qui personnalisent certaines choses. Mhm. Comme Alfred avait personnalisé le mois de février. Absolument. Mhm. Parce que c'est une façon pour eux de ne pas être responsables des malheurs qui leur arrivent, mais de trouver un fautif tout désigné. Quand ce n'est pas un mois, c'est les autres. Mhm. Est-ce que tout ce qui nous arrive est de notre faute, Jimmy Malval? Non, mais on dit que tant et événements imprévus nous arrivent à tous. Par exemple, je sors là, il y a quelqu'un qui, 2 heures de temps avant que je ne sorte d'ici, était à un bar. Mhm. Il a absorbé 10 bières. Mhm. Il est au volant de sa voiture. Il voit des étoiles. Et moi, me voilà qui traverse. Ce n'est pas ma faute si je suis renversé. Ouais. Alors, justement, moi, j'ai une autre position, Jimmy. Je pense que c'est de ta faute si tu es renversé.
Je pense que tu n'as pas fait exprès. Est-ce que tu vois la nuance? Est-ce pense que c'est que de ma faute d'être en vie et d'être là à ce moment-là? J'ai Ouais. peut-être été au mauvais moment, Ouais. au mauvais endroit. Donc mais- c'est ta faute. Et je dirais que ça découle des décisions que j'ai prises. Absolument. Parce qu'en sortant d'ici, j'aurais pu m'arrêter et voir Brégard ou bien Ouais, voir Jaco. et rester discuter avec eux. C'est ça. Moi, je pense que quelqu'un qui a un téléphone en main, c'est son téléphone. Le téléphone lui tombe des mains, presque par maladresse, par inadvertance, involontairement. Le téléphone lui tombe des mains, le téléphone se casse. Je pense que c'est la faute de la personne. Parce que c'est quand même, ça engage quelqu'un, la faute a été commise. Je pense que la personne n'a pas fait ça par exprès. C'est une inattention. Ouais, c'est une inattention. Voilà. Jimmy Malval, nouvelle et errance. On parle de tellement de choses dans cette nouvelle qui nous permettent de découvrir que certains ont le mois de février en effet en rogne. Est-ce que toi, tu as un mois que tu portes mal dans ton cœur? Pas vraiment, pas vraiment. Et je suis né en octobre, c'est un mois que j'aime. Quand j'étais jeune, c'est le mois où c'était le mois de la rentrée des La classes. rentrée des classes. À ce Voilà. moment, j'aimais toujours la rentrée des classes parce qu'arrivé à la fin de septembre, on était impatient. Mhm. Mais il faut dire que cette période de l'automne, je ne dirais pas un mois, mais l'automne est une période que j'aime. Pourquoi? Parce que le climat est plus clément. est plus C'est pas clément. chaud, Mhm. c'est pas froid. Disons que ça, et ça, c'est un climat équilibré. Mhm. Moi, j'aime l'équilibre. Je ne côtoie pas les extrêmes. Au lieu du blanc au lieu de choisir le blanc ou le noir, je prends le gris. Ouais. C'est bien d'être dans la nuance, en effet, parce Justement. que la nuance, c'est une zone justement grise entre le oui et le non. C'est ça. Mais tu as une nouvelle qui a pour titre Les vieilles maisons. Cela n'a pas toujours été ainsi. Qu'en dis-tu, Rose? Nous avons connu des jours plus gais que ceux-ci, pas vrai? Ah, tempus fugit, diraient les latins. Nous avons toutes deux connu de plus frais matins, de plus tendres après-midi et des soirées. N'en parlons pas. Je me souviens des Dubois. Ils sont arrivés à la fin d'un printemps. Ils ont emménagé un samedi. J'étais seul depuis un moment déjà, 2 ou 3 ans ou plus. Je ne m'en souviens plus. Mais il était temps, ça commençait à peser cette solitude. J'avoue que le premier jour, les comtés étaient le cadet de mes soucis. L'important était qu'ils soient là. Il m'a fallu tout un mois pour comprendre qui était qui, pour pouvoir les classer en aîné, cadet, benjamin, pour comprendre qui était cousin, neveu, fils, fille, nièce. Ce fut tout un projet. Et dire que je suis resté désœuvré si longtemps. Continue à lire. Tu peux continuer à lire. Le jour suivant l'invasion, un dimanche, mes entrailles encore en chantier, il y avait tellement de choses à arranger. Ils mangèrent un peu partout. Ils paraissaient tous passionnés par la mission qui consistait à occuper le territoire et le soumettre. D'abord le salon, la salle à manger, la cuisine, les chambres, pour ensuite s'attaquer aux salles de bain, au dépôt, au bureau des seniors. Jamais je ne me suis senti aussi comblé. Tu t'en souviens, Rose? Enfin, je te ressemblais un peu. Tu me le répétais, je me suis laissé convaincre. Ce bonheur, tu le mérites, Marie-Verte. Je l'ai tant désiré. Il est venu vers moi tel un amant, longtemps absent, auquel on ne refuse rien. Le lendemain fut un jour de congé. Les voitures sortirent du parking. On mit les petits plats dans les grands. Le dîner fut un succès. Les dames nous donnaient l'impression qu'elles descendaient d'une longue lignée de parfaites maîtresses de maison. Ce dîner en plein air en fut la preuve. Est-ce que les gens vont se rendre compte et que là, tu fais parler des maisons, Des tout maisons, carrément. c'est ça. Est-ce que pour toi, l'écriture est un territoire du risque? C'est un territoire du risque. L'écriture est un art. Mhm. Parce que l'artiste ne fait pas les choses comme tout le monde. Mhm. L'écrivain ne dit pas les choses comme tout le monde aussi. Est-ce que l'artiste s'adapte à l'horizon d'attente des gens ou est-ce qu'il fait sa chose? On peut dire les deux. Parce qu'on peut, on peut se dire, l'écrivain peut se dire, je vais écrire de telle manière parce qu'il y a telle écriture qui est en vogue, qui a le vent en poupe. Mais l'écrivain peut se dire aussi, je vais les surprendre.
Par exemple, cette histoire, j'aurais pu la raconter, disant il y avait une famille qui s'appelait les Dubois, ils ont emménagé. Mais non, mais j'ai voulu que ce soit les maisons qui racontent l'histoire de ces gens. Que l'histoire soit vécue par une maison. Par exemple, il y a un endroit dans la nouvelle où il y a un fils de la maison qui s'appuie, qui s'accoste contre un mur, et puis la maison a dit, quand il s'est approché de moi, j'ai senti mes entrailles frémir. Et la maison est en vie. La maison est en vie. Absolument. Nous avons personnifié la maison et l'histoire de cette famille a été décrite. Absolument, via ces maisons-là. Mais Jimmy, moi je pense très sincèrement et très profondément que les maisons sont en vie. Je pense que les maisons ont un parfum, les maisons ont un train de vie, les maisons ont une hygiène. Les maisons sont des êtres vivants, je pense. Ah oui, c'est sûr, parce que si tu fermes une maison, tu la laisses là inhabitée pendant longtemps, quand tu rentres, il y a une odeur. Absolument, et tu en as parlé justement. C'est ça, il y a une odeur. Mais quand la maison est vivante, on rentre quelque part qui est habité, on sent qu'il y a une odeur humaine. Humaine. C'est même pas nécessaire d'être sorcier pour se dire, il y a des enfants là, cette maison abrite des enfants, il y a une personne âgée, c'est ça, voilà. Mais effectivement, les lieux ont leur vie propre. Les lieux ont leur vibration également. Et en parlant de vibration, cette nouvelle est écrite dans un contexte qui vibrait au rythme des Duvalier. C'est ça, c'est ça. Effectivement, et ce que j'ai fait, je n'ai pas dit explicitement que le patriarche de la maison était un tonton Macoute, mais j'ai dit qu'il était constamment et étrangement vêtu de bleu. Absolument. Je disais que sous la choukoune, il parlait de femmes, de pouvoir, de politique, et que des gens, au loin, mouraient ou restaient en vie suivant l'humeur des viveurs. Donc, c'est des gens, et j'ai même parlé du président Duvalier, Jean-Claude Duvalier. Bien sûr. J'ai dit qu'un jour, la visite d'un certain Jean-Claude, fils d'un ami médecin décédé, mettait à la maison sans dessus. Et l'ami médecin décédé, c'est François Papadoc. C'était Papadoc. Ouais. J'ai dit qu'il aimait ce Jean-Claude-là beaucoup plus. Ouais, il père aime son fils. Il a laissé à Jean-Claude son fauteuil. Son fauteuil, voilà. Et la famille croyait que cet état de choses, que ce régime allait durer un siècle. Absolument. Mais ces gens-là n'avaient pas le sentiment que le patriarche était un gourou macoute et qu'il terrorisait la population. Parce qu'il y a eu un déchoucaille, il me semble. Ah oui, parce que ce qui s'est passé aussi, il y a eu un événement qui a attiré l'attention sur cette famille. Et on s'est rendu compte à l'intérieur de la nouvelle que ces gens étaient des gens de pouvoir. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le pouvoir, quand on en dispose, on l'utilise à bon escient, mais pas toujours. Il y a eu une dérive. Il y a eu un enfant qui est mort. Il y a eu des gens qui ont été emprisonnés. Mais un régime, ça dure le temps que ça dure. Mais une chose en amenant une autre, une contestation en amenant une autre, qu'est-ce qui se passe? Un jour, bien aidé par d'autres puissances, un jour, le régime tomba. Et tu as parlé de ce qui s'est passé au Gonaïve. Au Gonaïve. Mais dans une langue tellement naïve, tellement... Tu dis des jeunes étaient morts dans une certaine cité appelée Cité de l'Indépendance. Tu es quand même très exigeant aussi comme écrivain. Tu demandes à ton lecteur une topographie, une connaissance des lieux. Tu n'es pas un écrivain qui fait des cadeaux. Non, mais il y a une chose. J'estime que la lecture facile fatigue. Ouais. Il faut interpeller le lecteur, il faut l'amener à voyager. Il faut l'amener à se dire, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire ça? Là? Et je prends cet exemple dans une de mes nouvelles, c'est Mon bras autour de son cou. Au lieu de dire qu'on n'avait pas encore trouvé mon cadavre sous les décombres de mon bureau, j'ai dit qu'on n'avait pas encore trouvé le cadavre du mari de ma femme sous les décombres de mon bureau. Donc, c'est une façon de dire les choses parce que ce qui se passe... Est-ce que tu n'aimes pas les évidences? Je n'aime pas les évidences, ça c'est clair. Je prends l'exemple de cette nouvelle-là, des vieilles maisons. Quand le patriarche et Alexandre sont allés à Martissan, je raconte ce qui s'est passé, mais je n'ai pas tout raconté. On doit laisser au lecteur le temps d'imaginer ce qui s'est passé. Ouais. On ne dit pas tout en le disant. Absolument. Et on sait qu'avec Daniel Pennac déjà que
un livre, c'est toujours deux auteurs. C'est toi comme écrivain initial, mais le lecteur aussi, il participe à la création de l'œuvre. Oui, moi, je faire un clin d'œil à Daniel Pennac. Moi, je considère un écrivain comme un peintre. Parce que le peintre, tu arrives, tu vois son tableau, tu te poses des questions. 10 personnes vont défiler et elles auront un regard différent. 10 interprétations différentes. 10 interprétations différentes. Donc, il y a autant d'interprétations que de regardeurs. C'est ça. Est-ce que c'est ça que tu proposes aussi comme littérature? Moi, cette possibilité de regard pluriel sur ton œuvre. Non seulement de regard pluriel sur mon œuvre, de permettre aux gens, à chacun de vivre cette nouvelle par rapport à soi. Mais aussi, je suis exigeant en ce sens que je me dis que il faut prôner une littérature soutenue. Parce que cette littérature, la nôtre haïtienne, elle est connue de par le monde. Mais si on plonge, si on tombe dans la facilité, cette littérature va perdre sa réputation. De sa superbe. Ça, c'est clair. Et c'est bien que tu mentionnes ça. Tu as un confrère écrivain, Dany Laferrière, qui est rentré cette semaine au musée Grévin. Il y a eu une fastueuse cérémonie à Paris où il y avait une statue de cire de Dany qui a été inaugurée. Dany Laferrière est de Petit Goâve, c'est un Haïtien qui a cru dans les livres, qui a cru dans l'école, la formation académique. Il est maintenant honoré un peu partout à travers le monde, dont au musée Grévin. La semaine prochaine, à Délivrez-vous, on va faire passer les images de cette fastueuse cérémonie. Et tout ça, comme le dit mon invité Jimmy Malval, c'est parce que Dany comme écrivain, lui comme écrivain, Jimmy Malval, et les autres écrivains ont décidé de faire des infidélités à la facilité. C'est ça. Voilà. Il faut qu'on soit tous infidèles à la facilité. Jimmy, tu seras à Livre en Liberté. Et rappelle-nous les dates. Rappelle-nous également où est-ce qu'on peut trouver ton livre pour le lire. Le livre est disponible à la Pléiade, librairie La Pléiade, Astéris et d'autres librairies, okay. et où ils ont été distribués par l'édition Correct Pro. Correct Pro, c'est ça. Et puis, les 12 et 13 février prochains, et nous serons à Saint-Marc, nous serons d'abord dans une école, ensuite on sera au Troquet, et j'ai vu toute cette fièvre autour de cet événement. J'ai vu que les élèves et les gens de Saint-Marc sont très intéressés. Beaucoup de gens m'ont écrit parce que moi et Saint-Marc, c'est une histoire d'amour. Très jeune, j'ai vécu à Saint-Marc. Et après, en tant que professionnel, j'ai travaillé à Saint-Marc et dans l'Artibonite pendant 6 ans pour la Sogesol. Donc, alors, j'ouvre les gens me connaissent un petit peu. Tu n'es pas seulement écrivain, novelliste, tu es aussi un banquier. Ça fait quoi? 21 ans? Ça va faire 21 ans. Entre la microfinance et la banque classique, ça va faire 21 ans. Voilà, microfinance et la banque, comme quoi on peut être polyvalent dans la vie. C'est un conseil qu'on donne aux gens, aux jeunes qui nous regardent. Vous pouvez développer plusieurs compétences, plusieurs formes d'intelligence. Jimmy, il est banquier, il est dans tout ce qui est arithmétique financière, calcul, il gère des cahiers de comptes, il équilibre des comptes et tout. Il n'en demeure pas moins qu'il cultive son intelligence artistique. Il nous propose des nouvelles qui sont d'une grande valeur littéraire et esthétique. Jimmy, merci. Merci à toi, D'Angelo. Voilà, Nouvelles et errances, Correct Pro. Je salue encore mon ami Clément Benoît II qui organise Livre en Liberté, dont Jimmy est son invité d'honneur. Je remercie le staff technique de la télé qui me permet de débarquer chez vous chaque semaine et de vous proposer des livres. Nous avons avec nous Alphonse à la réalisation, Émilie pour le maquillage, Spencer qui fait des photos, Guito et Fekir qui sont des caméramans, Greg Boulle qui nous donne le son, nous avons Jimmy qui fait le montage, nous avons Ronald qui est à la mise en onde, nous avons Foster qui est dans tout ce qui est réseaux sociaux. Écoutez, la radio-télévision Caraïbe tire sa force dans sa capacité à fédérer des compétences. C'est ce que fait Patrick Monsillac. Il fédère des compétences, il les met ensemble et ça débarque chez vous avec une image de qualité. Si vous m'appelez D'Angelo Neyard, je ne me fâcherai pas. Gardons bonheur. Dans le monde, il doit y avoir deux êtres, des livres et vous.